Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par l'ARS de Normandie dans le cadre de la semaine de lutte contre la dénutrition. Je suis Alexandra Fouché de Nutriculture et je vais être chargée d'animer ce webinaire. Alors aujourd'hui, un webinaire où nous allons échanger sur les interactions entre le repas, l'activité physique et la santé orale et évidemment nous interroger sur leurs effets sur la dénutrition de nos aînés. Plusieurs intervenants autour de l'écran. Je laisse au docteur Emmanuel Audinet-Rollin de l'ARS le soin de nous les présenter et évidemment de nous présenter ce webinaire. Merci Alexandra. Écoutez, d'abord, bienvenue à tous dans ce webinaire que nous avons organisé en effet dans le cadre de la semaine de lutte contre la dénutrition. Et on est particulièrement heureux parce que vous êtes de très nombreux inscrits. On a eu plus de 200 inscriptions, ce qui veut dire plus que ça en termes de personnes, puisque nous savons que parfois vous êtes plusieurs derrière le même écran. Alors, je voulais resituer un petit peu le contexte et puis l'historique. Certains s'en rappelleront. Depuis 2018, l'ARS déploie une démarche régionale d'accompagnement des EHPAD pour l'amélioration de la qualité des soins qui porte sur la nutrition et plus largement sur une alimentation adaptée aux besoins des résidents et de qualité. Alors donc, pour les plus anciens, il y a d'abord eu un séminaire inaugural des chefs cuisiniers d'EHPAD que nous avions organisé avec Silver Fourchette et dans lequel Nutriculture était déjà intervenue. Et l'objectif de ce séminaire, c'était de prendre conscience que la lutte contre la dénutrition, ce n'est pas que l'affaire des soignants. Sans vision transversale, alliant la direction, les équipes de l'hôtellerie, les soignants, cela ne fonctionnera pas. La lutte contre la dénutrition s'inscrit et doit s'inscrire dans une stratégie globale réunissant tous ceux qui interviennent dans l'EHPAD auprès des personnes. Alors, ce séminaire, environ 200 personnes y avaient participé. L'objectif était atteint puisque ces personnes venaient des équipes soignantes, hôtelières, de direction des EHPAD. Et puis, finalement, là, notre fil rouge, c'était de mettre ou de remettre le chef cuisinier d'EHPAD au carrefour des équipes et de la prise en charge. Alors ensuite, une démarche que nous utilisons souvent pour soutenir la mise en pratique, c'était de mettre en place des appels à projets que vous connaissez bien maintenant, puisque tous les ans, nous en lançons avec le concours des CFPPA, des conférences, pardon, des financeurs pour la prévention de la perte d'autonomie dans la plupart des départements. Ces AAP ont toujours proposé comme thématique la nutrition, l'activité physique adaptée et la promotion de l'hygiène bucco-dentaire. Parce que, tout simplement, ce sont des facteurs essentiels et synergiques pour lutter contre la dénutrition en EHPAD. Alors, si je continue un petit peu dans le déroulé et puis dans le plus proche, là aussi, j'espère que euh, plusieurs personnes s'en souviendront. En avril 2024, donc cette année, nous avons organisé une journée régionale d'échange à destination des EHPAD. Alors, on a toujours un peu la même idée, axée autour du fil rouge du repas, qui insistait sur la nécessaire approche croisée entre la nutrition, l'hygiène bucco-dentaire et l'activité physique adaptée. Nous l'avions appelé Manger, bouger, souriez. On était très satisfaits là, très contents de nous, je peux le dire. Vous étiez 154 participants qui représentaient là aussi, encore une fois, les métiers du soin, de l'hôtellerie et des directions. Alors, le repas, Nutriculture nous le dira, insistera fortement, c'est un formidable outil d'observation, de questionnement, d'analyse pour les équipes, parce que ça vous permet d'interroger toutes les problématiques des résidents face à la prise alimentaire. On va y revenir, ça va être le déroulé de notre webinaire. Finalement, par exemple, quelles sont leurs capacités pour leur permettre de manger, mastiquer, voir ce qu'ils mangent, avaler. Tout va se dérouler. Après une matinée donc riche en interventions et en témoignages lors de cette journée du 8 avril, les professionnels ont participé à des ateliers pratiques. La journée vous avez a priori satisfait. L'enquête de satisfaction était très positive. Alors, il y a eu, il va y avoir, enfin, il est conçu, ça y est, mais vous ne l'avez pas encore reçu. On a créé un livret à la suite de cette journée. Vous allez en recevoir des exemplaires dans vos établissements et ce livret, il reprend en fait finalement les actes de la journée, l'essentiel des témoignages et des messages qui ont été passés. Et le livret sera également mis en ligne sur les sites des intervenants du webinaire et sur le site de l'ARS.
Alors, toujours notre méthode. On a conçu un nouvel appel à projet dans les suites de la journée de cette année. Alors, valorisant cette fois-ci très fortement la logique de parcours alliant l'alimentation, l'activité physique adaptée, l'hygiène bucco-dentaire, avec la possibilité de s'inscrire sur un cycle de 3 4 ans pour les EHPAD pour développer les thématiques. Certains ont choisi, alors on en a été très, très heureux, de développer d'emblée 2, voire les 3 axes dès cette année. Les résultats de cette AAP, vous avez maintenant reçu vos réponses. 92 projets ont été réceptionnés. Nous n'avons pas pu tous les retenir parce qu'il y avait un cahier des charges quand même auquel il fallait répondre. Parmi eux, on en a retenu 61, portés par 50 EHPAD, puisqu'un EHPAD peut porter plusieurs actions. 18 projets portaient sur l'alimentation et la nutrition, 13 sur l'hygiène bucco-dentaire et 30 sur l'activité physique adaptée. Et ça nous a permis de dégager un financement total pour ces actions de 576 000 euros. C'était une très bonne année par rapport aux années précédentes. Et nous pensons sincèrement que cette journée a vraiment marqué un effet booster. Alors, bien sûr, nous allons lancer très prochainement, donc sûrement début décembre, un nouvel appel à projet, une suite logique et qui va permettre à ceux qui souhaitent poursuivre leur inscription dans la stratégie globale de lutte contre la dénutrition de s'y inscrire et puis pour d'autres, de l'initier. Voilà, maintenant je vais laisser place au webinaire parce que vous êtes venus pour ça et aux intervenants. D'abord, je voudrais remercier le professeur Agathe Reynaud-Simon, qui est gériatre et qui est surtout la présidente du comité de lutte contre la dénutrition et qui nous fait le plaisir d'introduire ce webinaire voilà, dans quelques minutes. Et puis les intervenants que vous connaissez souvent bien puisqu'ils étaient déjà présents lors de la journée du 8 avril. Donc il s'agit de Sandrine Mauvoisin-Lecossec, qui est responsable Normandie de l'association Ciel Bleu, activité physique adaptée. Céline Champin, qui est chargée de projet santé Andidan pour le réseau de services pour une vie autonome, le RSVA. Et François Berger, qui est fondateur de Nutriculture. Alors, avant de leur laisser la parole, j'ai une autre invitée à vous présenter qui était avec nous en avril dernier. Elle est normande, il s'agit de Mathilde. J'ai longtemps vécu seule dans ma petite maison, près de Bayeux. Cette maison, c'est mon mari Marcel qui l'a construite, il y a plus de 50 ans. Elle n'est pas parfaite, mais c'est notre maison. On y a vécu de bons moments, tous ensemble, en famille. Le repas du dimanche, c'était sacré, avec ma fille, mes petits-enfants. Aujourd'hui, j'ai 2 arrière-petits-fils, vous savez. J'ai toujours aimé cuisiner. Les escalopes à la crème, l'andouille de vire, les tripes à la mode de Caen, ma fameuse tarte aux pommes et avec tout ça, un petit trou normand, dirait Marcel. Mon mari, lui, ce qu'il aimait, c'était s'occuper de son potager. À nous 2, on aurait pu alimenter un régiment tout entier. Nos petits-enfants ne s'en plaignaient pas, eux qui repartaient toujours les bras chargés de conserves. Ah, c'était une autre époque. Mon mari est parti trop tôt. 5 ans déjà. J'ai bien essayé de continuer son potager, les conserves, mais avec l'âge, tout est difficile. Il y a quelque temps, je suis tombée en remontant du jardin. Fracture du col du fémur et du poignet. La belle affaire, j'ai été hospitalisée plusieurs semaines. Ma fille a eu très peur. Il faut dire qu'ils m'ont retrouvée en bas des marches. Elle a demandé que j'entre en EHPAD. Je n'ai pas vraiment eu le choix. Je vois bien qu'elle se fait du souci. La première fois que j'y suis arrivée, j'étais en fauteuil. Moi qui me suis toujours débrouillée toute seule, toute cette agitation autour de moi. À l'EHPAD, ils m'ont installée dans une chambre au 2e étage. Elle est jolie. Elle donne sur un jardin tout en fleurs. Ça me plaît bien, même si ce n'est pas le jardin de mon Marcel. Chaque jour, je dois descendre en salle de restaurant. J'ai l'impression qu'il faut faire des kilomètres pour aller à table. C'est long pour quelqu'un qui a du mal à marcher depuis son accident, encore plus long que le chemin de l'école buissonnière. Et tous ces couloirs qui se ressemblent, et cet ascenseur qui est toujours occupé, des heures à l'attendre. D'ailleurs, j'ai trouvé l'astuce. Pour remonter plus vite en chambre après le déjeuner, je dis que je veux pas de dessert, comme ça, je fais pas la queue au retour.
L'autre jour, une dame est tombée, là, juste devant moi. Elle est partie à l'hôpital, comme moi. Oh, depuis, je préfère me déplacer en fauteuil. Quand j'arrive en salle de restaurant, je me sens toujours un peu perdue. Tout ce monde, j'ai plus l'habitude. Depuis ma chute, tout est douloureux. C'est difficile de rester à table. Ce n'est pas agréable. Mon dos me fait souffrir. Je n'arrive pas à toujours bien tenir mes couverts et je ne peux plus me servir de l'eau toute seule. Vous voyez le tableau. Quand ils nous proposent de la viande, je n'aime plus. Pourtant, dimanche dernier, la chef nous a préparé une belle escalope à la crème. Ah, c'est sûr, elle voulait nous faire plaisir, mais moi je n'arrive plus à la découper et la viande est tellement dure, impossible à mastiquer, avec ce dentier qui me fait si mal. Faut que je vous avoue quelque chose. Dès que je remonte dans ma chambre, le dentier, hop, dans le verre à dents. Faut dire que depuis mon hospitalisation, je ne le porte plus. Ma fille n'arrête pas de me rouspéter. Faut mettre tes dents, maman, faut mettre tes dents. Faut mettre tes dents, faut mettre tes dents. Faut mettre tes dents, là, elle se rend pas compte, elle. C'est trop douloureux. C'est vrai que sans mon appareil, je mange beaucoup moins. Je vois bien que l'aide-soignante est inquiète, ma fille aussi. Elles en discutaient toutes les deux, pour que je voie un dentiste. Sauf que moi, mon dentiste, il est à des kilomètres. Alors depuis, on me propose toujours la même chose, des purées. La chef fait bien tout ce qu'elle peut pour y donner un peu de goût, mais quand vous avez connu la bonne cuisine, la purée, c'est sans saveur. Bref, avec tout ça, j'ai plus trop envie d'aller à table. Je préfère rester en chambre, être tranquille, regarder pousser les fleurs dans le jardin, comme du temps de mon Marcel. Et puis, penser à tous ces bons moments qu'on a passés tous ensemble, à table, sous le tilleul. Merci Dalila. Merci aussi à Antoine qui a participé à la réalisation de ce film. Donc, professeur Agathe Reynaud-Simon, ben, je me tourne vers vous, déjà pour savoir un petit peu ce qu'évoque pour vous le témoignage de Mathilde. Euh, Déjà, je vais commencer par vous remercier tous de m'avoir invité à ce webinaire. C'est un plaisir pour moi d'être avec l'ARS Normandie. Et en effet, vous êtes en pleine semaine nationale de la dénutrition et donc vous faites partie des multiples webinaires qui ont été proposés au cours de cette semaine pour sensibiliser les professionnels de santé, les affaires politiques aussi, et puis les citoyens eux-mêmes sur la dénutrition. Donc, merci beaucoup au nom du collectif de lutte contre la dénutrition. Alors, pour l'histoire de Mathilde, là, je vais réagir plutôt comme le médecin gériatre que je suis. D'abord, Mathilde, elle est triste. Et ça, je trouve ça très frappant dans ce document. Euh, Elle est triste. Vous évoquiez la santé mentale, donc on peut se poser quand même la question d'une dépression. Et puis, sinon, son parcours de soins et de vie est un peu ce qu'on aimerait bien éviter chez les personnes âgées, vraiment dans toute sa complexité. On va parler d'abord de dénutrition. Elle présente plusieurs facteurs de risque de dénutrition. Elle commence peut-être le premier qu'elle présente, c'est le veuvage. Et alors qu'elle faisait le jardin et son mari elle faisait la cuisine, lui il s'occupait du jardin. Voilà, il y a une rupture dans les habitudes de la vie courante concernant l'alimentation. Donc là, c'est un facteur de risque de dénutrition. Et puis, est-ce que c'est parce qu'elle est dénutrie ou une autre raison, elle est tombée? L'hospitalisation en elle-même, c'est une cause de dénutrition. Le fait d'avoir une fracture du col du fémur, ça arrive surtout chez des gens dénutris, hein. À l'entrée à l'hôpital, avant même qu'on les opère ou qu'ils restent longtemps, il y a déjà plus de 50% des personnes âgées qui arrivent avec une dénutrition. On considère la fracture du col du fémur un petit peu comme une fracture de fragilité, c'est-à-dire que tout le monde ne se casse pas le col du fémur. Souvent, c'est des gens qui sont dénutris, fragiles, qui ont d'autres pathologies. Et puis la cascade un petit peu et le cercle vicieux qui s'installe entre la perte d'appétit, les troubles bucco-dentaires, la santé mentale.
On sent qu'elle a aussi peut-être un peu des stratégies d'évitement de finir son repas en partie en prétextant pas vouloir attendre devant l'ascenseur, ce qui est peut-être une vraie bonne raison aussi, mais du coup, elle finit pas son repas, donc ça, c'est un indicateur aussi. Et la réalité, c'est qu'on aurait bien aimé entendre parler d'une évaluation nutritionnelle, d'une prise en charge nutritionnelle, d'une consultation de diététique, aussi de rééducation, d'activité physique adaptée. Éventuellement, elle a aussi la peur de tomber, très clairement, ce qu'ont beaucoup de personnes. Des fois, même sans être tombés, ils ont déjà peur de tomber. Et donc là, entre la rééducation et la prise en charge nutritionnelle, il y a aussi une prise en charge par un psychologue ou une psychologue. Et donc, finalement, on a l'impression que tout se passe mal, un peu parce que personne n'a arrêté le cercle vicieux ou n'a, pour l'instant, dans son histoire en tout cas, on n'entend pas de tentative d'arrêter la cascade d'événements délétères, quoi. Alors effectivement, on a un certain nombre d'indicateurs et nos intervenants vont pouvoir aussi revenir sur ces différents éléments. Vous parlez de la spirale et évidemment, professeur, on lutte depuis plusieurs années contre la dénutrition. On sait que c'est un enjeu majeur de santé publique et vous portez ce combat avec le collectif. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes de cette question de la dénutrition sur notre territoire? Alors, on a l'impression quand même que le degré de sensibilisation à la question de la dénutrition augmente. Les gens ont un peu plus souvent entendu ce mot de la dénutrition, qui reste quand même un peu abstrait pour pas mal de personnes. C'est pas très clair que la dénutrition, c'est une perte de poids, c'est une perte de muscle, c'est un affaiblissement musculaire, que c'est aussi un affaiblissement sur le plan immunitaire, qu'on a plus d'infections. Donc, le mot dénutrition commence à être mieux connu. L'idée qu'il faut faire que les gens soient pesés régulièrement et que c'est vraiment le signe précurseur et le plus sensible de la dénutrition, c'est la perte de poids. Donc ça, c'est un message aussi qui commence à passer. Ça fait partie des recommandations aussi de la Haute Autorité de Santé. On a des recommandations pour le diagnostic, pour le dépistage. Après, dans la vie réelle, euh, je suis pas sûre que toutes les personnes âgées, en particulier si on parle de ça aujourd'hui, soient suffisamment encore dépistées, diagnostiquées et traitées correctement par méconnaissance un peu, par on vient de faire un travail avec les aides professionnelles à domicile, avec la Fédération des aides pour les personnes âgées. Et en fait, on s'aperçoit que ils connaissent un petit peu les signes précurseurs ou les signes d'alerte, un peu les stratégies pour prendre en charge, mais bon, ils ne se sentent pas toujours légitimes pour prendre en charge correctement. Mais on voit que même dans cette population-là, finalement, il y en a 80% qui disent qu'ils n'ont jamais reçu de formation pour la dénutrition des personnes âgées, alors qu'en fait, ils en voudraient bien. Et, euh, et il reste quelques idées reçues qui sont chez ces aides professionnelles, de la même que dans le grand public, que déjà c'est normal de maigrir en vieillissant, ce qui n'est pas vrai. Une personne âgée en bonne santé ne maigrit pas. Et si elle maigrit, c'est qu'il y a des choses à diagnostiquer, à trouver et surtout des choses à faire pour qu'elle arrête de maigrir et qu'elle reprenne du poids. Il y a encore des idées reçues sur la consommation de viande quand on est âgé, pardon, et le lapsus est rigolo. Et, euh, et puis, euh, et puis aussi le fait que c'est normal de maigrir quand on est malade. Donc, il y a encore des idées reçues. On sait bien que là-dessus, il va falloir qu'on travaille. Il y a aussi une question aussi pour infléchir les messages de santé publique qui sont très ne consommez pas trop de sucre, de sel, de gras. Alors ça, c'est vrai dans une population jeune pour qui c'est important de prévenir l'obésité et chez les jeunes en bonne santé. En revanche, chez les gens âgés ou malades, ou les deux,
en fait, les restrictions alimentaires ont moins d'intérêt, quoi. Il faut manger de l'énergie, il faut manger avec plaisir. Donc voilà, il y a des choses qui ont avancé, mais je pense qu'on a encore pas mal de travail à faire devant nous pour la dénutrition. En tout cas, l'ARS Normandie fait partie des ARS qui sont dynamiques et donc peut-être que dans votre région, on ira plus vite qu'ailleurs. Alors effectivement, beaucoup d'idées reçues, de représentations à dépasser, et ça passe par l'information, la communication, la formation des professionnels au quotidien. Puis vous avez parlé du domicile, effectivement, qui reste un secteur sur lequel il y a encore beaucoup à faire. Est-ce que du côté des intervenants, par rapport à ce que vient de dénoncer le professeur, vous avez quelques peut-être remarques ou questions, puisque je sais que vous allez devoir nous quitter d'ici quelques minutes. Est-ce que du côté du chat aussi, si vous avez un certain nombre de questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas s'il y a des réactions côté intervenant. Allez, je veux bien. Bonjour professeur, bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup. Merci de nous éclairer avec votre spirale depuis des dizaines d'années qui nous a bien fait comprendre un certain nombre de choses et qui nous a permis de mettre des éléments en place. Juste pour insister sur ce que vous venez de dire, merci pour ces précisions. C'est vrai que les acteurs du domicile, on en accompagne beaucoup, sont souvent en grande difficulté. Et dans les travaux que vous pourrez conduire, souvent le lien qui va permettre d'accéder, par exemple, aux médecins traitants ou aux équipes paramédicales est à faire parce que pour celles et ceux à qui on a délivré des outils, bien souvent, ils ne savent pas à qui communiquer le fait qu'on a perdu l'alliance, que le pantalon est trop petit, etc. Pour nous, c'est vraiment des acteurs de prévention en santé, tout comme les acteurs du portage de repas ou de la livraison de repas parfois. Merci. Ouais, oui, vous avez raison d'insister là-dessus. C'est vrai que les personnes âgées qui sont à domicile, mais qui ont besoin d'aide professionnelle, ben là, la prévalence de la dénutrition, elle atteint une personne sur quatre. Donc, c'est énorme. Et dans l'enquête que nous avons fait aux professionnels de santé, en effet, ils disaient que si jamais ils suspectaient une dénutrition, en fait, ils en parlaient volontiers à l'entourage de la personne ou à la structure qui les emploie, mais ils étaient qu'une personne sur deux à pouvoir le signaler au médecin généraliste. Donc, ça colle tout à fait avec ça, oui. Donc, il faut qu'on fasse du lien et il faut qu'on leur permette de signaler. Et c'est l'objectif aussi de ce webinaire, de faire du lien et de montrer les interactions avec évidemment de nombreuses questions comme je vois qu'il y a une question sur la prévention bucco-dentaire. On va en parler sans tarder. Merci beaucoup, professeur Renaud Simon. Peut-être pour aller un peu plus loin sur la situation de Mathilde, je vais me tourner vers François. Et quand on est professionnel en EHPAD, François, alors qu'on soit infirmière, agent de service ou aussi cuisinier, finalement, comment comprendre individuellement la situation de chaque convive pour adapter l'alimentation? Merci Alexandra. Bonjour à toutes et à tous. Merci docteur Audinet-Rollin pour l'invitation. Céline, Sandrine, Dalila, content de vous retrouver. Nous sommes sur la semaine de lutte contre la dénutrition. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que nous parlons bien de stratégie concernant la prise en charge de la dénutrition? Parce que si tel est le cas, c'est peut-être parce qu'il ne suffit pas simplement d'enrichir l'alimentation pour être certain de voir un état nutritionnel s'améliorer. Ces stratégies, ce n'est pas forcément une charge de travail inatteignable, mais plutôt une communication efficace entre les différents professionnels. Parce que le repas, c'est évidemment pas que l'affaire de la cuisine. Nous sommes en établissement toutes et tous concernés, de celles et ceux qui évidemment s'occupent des dimensions médicales jusqu'aux collègues à la plonge qui ont des observations quotidiennes extrêmement importantes. Lorsqu'on parle d'individualisation, ça fait parfois peur aux équipes pluriprofessionnelles qui sont confrontées aujourd'hui à des organisations changeantes, bien sûr à des budgets restreints, mais aussi parfois à des équipes instables. Pourtant, nous pourrions remettre le repas, l'alimentation et la nutrition au cœur des projets des établissements. Pourquoi? Parce que cela nécessite d'interroger deux dimensions. D'abord, le bon sens et la cohérence des objectifs, des moyens et des résultats. Ensuite, les connaissances et les compétences, c'est-à-dire ce que les équipes, ce que les professionnels doivent connaître et savoir faire pour accompagner les personnes fragilisées par l'âge, la maladie ou les situations de handicap. Celles et ceux qui sont confrontés quotidiennement à cet accompagnement savent à quel point c'est parfois anxiogène. Les équipes au service, formidables bien sûr, sont exposées chaque jour à un fort sentiment de responsabilité, la peur de la survenue par exemple de la fausse route ou pire, d'un étouffement. Est-ce qu'on est, s'agissant du repas, est-ce qu'on est
tous d'accord pour dire qu'une assiette non consommée, c'est un échec. C'est un échec qui est d'abord celui de l'équipe qui était en lien avec le résident. Et cette équipe, elle est en stress. Elle est parfois en conflit avec la cuisine. C'est un échec d'objectif, celui de satisfaire le résident en lui proposant une alimentation consommée. Mais c'est aussi, le professeur Renaud Simon le rappelait, c'est un échec de santé publique avec des gens qui sont dénutris, parfois hospitalisés, un échec économique avec des gaspillages et beaucoup de dénutrition. Dès lors, on peut se poser deux nouvelles questions. La première, c'est comment faire pour améliorer le repas? C'est souvent la porte d'entrée qu'on choisit, et là, on se tourne vers les collègues de la cuisine en disant les gars, faites comme vous pouvez, mais on aimerait manger mieux. La seconde question, peut-être un peu plus pertinente, c'est pourquoi la personne ne mange pas? Est-ce qu'elle n'aime pas? Mathilde, elle nous a fait part de ce couloir très long, du stress lors de l'attente de l'ascenseur. Elle nous a parlé de ses craintes lorsqu'elle a vu une voisine de chambre chuter. Elle nous a parlé de sa souffrance lorsqu'elle reste assise à table trop longtemps et qu'elle a des douleurs qui apparaissent. Lorsque l'état de santé physique, lorsqu'une condition psychologique perturbe les convives, la perception des saveurs est modifiée. On a déjà pris à plusieurs reprises l'exemple du stress, mais vous savez, quand vous avez peur, que le stress est présent, gorge nouée, estomac serré, bouche sèche, eh bien, si la bouche est sèche, identifier les saveurs, c'est quasiment impossible. Mathilde a dit tout cela très bien. Elle dit que le chef, par exemple, ou la chef fait très bien la purée, mais à la longue, pour elle, la purée, c'est lassant. Alors oui, il arrive qu'un résident n'aime pas. Peut-être qu'il n'aime pas ce plat, pas cette température, pas cette portion, pas cet assaisonnement ou tout simplement pas cette accommodation. Ne nous arrive-t-il pas, parfois en établissement, de mettre de la protéine de lactosérum dans du café? Ça fait un café au lait qui est servi à quelqu'un qui a demandé un café noir. D'ailleurs, on accueille de nouvelles générations de résidents. Et pour ceux qui arrivent ou celles qui arrivent, le café, c'est peut-être un expresso, un double expresso, un café filtre ou une chicorée. Tout cela va être interrogé parce que ce sont des habitudes de vie culturelles. Et puis, lorsque Mathilde, elle nous parle de sa souffrance, des couverts difficiles à tenir, de la découpe de la viande impossible, du dentier douloureux, cela va relever une nouvelle interrogation. En EHPAD, d'après tous les médecins co-interrogés, on a à peu près 70% de résidents qui souffrent de troubles neurodégénératifs. Si en théorie, on sait tous ce qu'est une maladie neurodégénérative, il en existe plus de 540 selon l'association Brain Team. Alors, est-ce qu'on est certain de savoir adapter le repas, de savoir adapter nos postures, nos accompagnements, d'une part pour 70% de résidents avec des troubles neurodégénératifs, et d'autre part pour 70% d'entre eux qui souffrent de dysphagie à différents stades? Rappelons que plus de la moitié des résidents avançant en âge sont atteints de basse vision, c'est-à-dire qu'ils ont une acuité visuelle inférieure à 3/10. C'est le seuil de malvoyance selon l'Organisation mondiale de la santé. Alors pour Mathilde, le couloir, la salle de restaurant, la table, les couverts, le plat, eh bien on ne les voit pas tout simplement, donc c'est anxiogène. Environ 67% des plus de 85 ans ont moins de 10 dents efficaces en bouche. Donc dans ce cas, comment voulez-vous croquer, former un bol alimentaire et déglutir en toute sécurité? Et d'ailleurs, vous allez le voir après, pour mastiquer, il faut de la force, de la salive, de l'énergie, il faut une bonne mobilité de la langue. Et comme dans le cas de Mathilde, en vieillissant, eh bien, la mâchoire, elle se rétracte. L'appareil dentaire n'est plus adapté, il est douloureux et très souvent inefficace. Alors, face à une situation de refus alimentaire, la réponse technique seule, elle viendra jamais à bout de la problématique. C'est pas avec une texture modifiée ou un manger-main ou un complément nutritionnel qu'on obtient un résultat, non. C'est en interrogeant, en observant ce que les résidents souhaitent, ce que les résidents aiment et peuvent faire. Par ailleurs, ces éléments aident à répondre au cadre global, d'ailleurs du référentiel HAS ou des recommandations de bonnes pratiques sur l'évaluation des facultés des résidents pour personnaliser l'offre. Alors la personnalisation, elle n'a pas besoin d'être hyper individualisée, elle nécessite simplement d'évaluer les facultés pour mettre en place des aides humaines, des aides techniques, un ordre de service de plats, des portions adaptées et consenties. Chez Nutriculture, nous envisageons cette étape comme une compréhension de ce qu'on appelle le profil de mangeur. Antoine va vous mettre quelques fiches de définition dans le chat. En général, il y a à peu près 3 grandes catégories de mangeurs, ce que nous observons depuis longtemps et qui a très bien été décrit dans le groupe de travail Opalescence. Merci beaucoup, François. Alors justement, sur les points évoqués par François, Sandrine, donc vous êtes responsable Normandie de l'association Ciel Bleu, vous intervenez dans les établissements avec dynamisme et donc sur l'activité physique. Et quel lien peut-on faire entre cette question du manque d'activité physique et de la dénutrition?
Oui, déjà bonjour à tous et plaisir partagé, François, de nous retrouver sur cette thématique après le mois d'avril. Euh, le lien que l'on peut faire là, si on voit le film sur Mathilde, voilà, on peut faire quelques rapprochements avec euh, les difficultés au niveau du couloir, c'est-à-dire le couloir qui lui paraît très long, mais est-ce que c'est pas aussi une lenteur à la marche qui commence à se mettre en place, une difficulté à faire correctement la grandeur des pas, le déroulé du pied, voilà, des difficultés musculaires. La chute aussi, comme l'a très bien dit le professeur Reynaud-Simon, la chute qui est arrivée, est-ce qu'elle est due à un accident de la vie ou est-ce qu'elle est due à une dénutrition qui s'était mise en place auparavant? Et donc, tous ces facteurs-là que l'on peut repérer, cette lenteur, difficulté à la marche, les chutes, ça peut être aussi des difficultés pour se lever d'une chaise. C'est-à-dire que les personnes vont se reprendre à plusieurs fois pour pouvoir se lever d'une chaise et on peut repérer du coup une sarcopénie, une perte de la force musculaire et donc forcément peut-être un lien avec la dénutrition. Et le lien avec l'activité physique, eh ben, forcément, si la personne se bouge plus au quotidien dans des gestes de tous les jours, ça peut être s'habiller, ça peut être la toilette, ça peut être marcher quelques pas, même si le couloir est immense, on peut faire quelques pas et puis se retrouver pour terminer un peu plus loin, peut-être sur une chaise par étape. Voilà, pouvoir se mouvoir de plus en plus un peu tous les jours. Euh, on peut remarquer aussi dans le film de Mathilde sur la notion du repas, des difficultés musculaires sur se servir le verre d'eau, pouvoir porter le pichet d'eau pour pouvoir également couper sa viande, la perte de force musculaire. Je suis en train de faire les gestes comme si j'allais manger. Pour pouvoir voilà, couper sa viande. Tout ça aussi, ce sont des petits facteurs que l'on peut peut-être repérer sur une perte de force musculaire qui peut être liée, comme je disais, à la dénutrition. Et puis, ben, l'intérêt que peut peut-être avoir l'activité physique sur la lutte contre la dénutrition, c'est que l'activité physique ben, va permettre de maintenir la force musculaire de la personne âgée ou pouvoir en regagner. Et puis, ça va permettre aussi, par la stimulation de la personne, de redonner de l'appétit. Euh, J'imagine si vous faites un petit temps de gym, alors seul dans votre chambre, hein, même si c'est une activité assise, des fois ça peut faire rire hein, quand on dit on va faire une gym sur chaise, mais c'est réellement efficace en fonction des mouvements que l'on va faire et qui vont être adaptés avec du petit matériel qui peut être très simple, mais déjà rien que le poids de son corps et les mouvements du corps vont faire travailler les muscles et la mobilité articulaire. Eh ben, si vous faites ça au cours de la matinée, il est probable que sur le temps du midi, du coup, l'appétit soit stimulé pour pouvoir avoir envie de manger sur le temps du midi. Oui, c'est vrai, Sandrine, et je pense que ceux qui ont participé à l'atelier lors de la conférence avec vous s'en souviennent, hein, puisqu'il y a eu pas mal d'activités physiques proposées. Je me tourne vers Céline, puisque François a évoqué quelques chiffres concernant alors la problématique de mastication, moins de 10 dents efficaces en bouche, et on sait qu'on a 35% à 50% des personnes âgées qui souffrent de pathologies dentaires et orales. Alors que nous révèle le témoignage de Mathilde, Céline? Alors Mathilde, elle nous révèle que la cuisine, c'est aussi le plaisir. Et aujourd'hui, elle ne cuisine plus, on l'oblige à manger quelque chose. Et finalement, c'est cette obligation-là qui fait aussi que sa santé orale semble en pâtir. Elle souffre sans doute de douleurs dentaires, mais peut-être que si elle avait accès plus facilement à un chirurgien dentiste qu'elle dit être loin, son appareil dentaire, sa prothèse amovible, serait plus adapté, puisque parfois c'est vraiment un, un crochet qui peut gêner et qui va empêcher l'utilisation ou le maintien en bouche de, de l'appareil. C'est vrai que normalement, et dans la Convention des chirurgiens dentistes, c'est stipulé, à partir de 2025, normalement, il y aura un bilan bucco-dentaire réalisé
pour chaque entrée en établissement médico-social. Et je pense qu'à partir de là, déjà, on peut espérer que les choses évoluent dans le bon sens. La santé orale, c'est vraiment le miroir de la santé en général. Donc, si on ne mange pas, forcément, on a moins de force. Si on a moins de force, on va moins mastiquer. Si on mastique pas, on va moins manger. Enfin, voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. On sait que plusieurs pathologies orales, buccales influencent la santé en général et c'est important de pouvoir les identifier. Euh, Elle a plus de plaisir non plus parce qu'elle est plus avec les siens. Il faut aussi qu'elle se recrée son réseau social. Et le réseau social, ça passe aussi par l'alimentation, ça passe par toutes ces choses-là. Donc tout va lui demander un effort plus important à Mathilde. Donc on n'est pas très surpris finalement. Et comme le disait le docteur Reynaud-Simon, en effet, euh, qui de l'œuf ou de la poule, hein, quelque part, si je vulgarise un peu le propos, est-ce que la chute est une cause de manque de force ou est-ce que c'est déjà la dénutrition qui a fait son œuvre? C'est important aussi que dans les établissements, on puisse accompagner les gestes d'hygiène parce que c'est pas d'imaginer que les personnes sont autonomes, il faut s'assurer de cette autonomie-là et de vérifier que l'hygiène bucco-dentaire a bien été réalisée pour éviter un délitement de la santé, l'aggravation de cardiopathie par exemple, mais aussi de maladies respiratoires ou de diabète. Et pour répondre à la question du chat que je suis allée voir sur l'équipe mobile, sur quel territoire vous êtes, puisqu'il existe en Normandie des unités mobiles, mais pas sur tous les territoires. Voilà. Donc, si je peux avoir cette réponse-là, on pourra préciser derrière préciser une Oui, réponse plus adaptée. Cherbourg nous dit la personne. Cherbourg. Alors non, sur Cherbourg-Île, il n'y a pas d'unité mobile, mais sur la santé orale, le RSVA reste à votre disposition pour mettre en place des projets. Parce qu'il y a d'autres solutions que les unités mobiles. Et alors, dans le 27 et sur le Havre. Attention, là, c'est l'ouverture C'est ça, sur les questions nous fait sur les grimper les territoires. temps. Alors, dans le 27, il y en a une. Et sur le Havre, il n'y en a pas. Mais là où il n'y a pas d'unité mobile, il y a quand même des solutions que l'on peut proposer et que l'on peut envisager pour construire un parcours de santé orale adapté. Alors, on va revenir plus en Mm, détail sur mm. ces questions des solutions. François, on comprend bien donc les causes globales de refus alimentaire. Alors, ça a été clairement expliqué. La personne n'aime pas. Bon, ça c'est assez simple à comprendre. J'ai envie de dire, j'aime ou j'aime pas. La personne ne peut pas. Alors là, c'est peut-être un peu plus subtil parce que ça va nécessiter aussi que les personnes qui l'entourent, qui l'accompagnent, soient en capacité d'observer et de comprendre aussi pourquoi elle ne peut pas, ou en tout cas, quel est son comportement face à la prise alimentaire. Mais est-ce qu'il existe d'autres causes? Eh bien oui, merci beaucoup. Il existe d'autres causes. Il y en a de très nombreuses autres d'ailleurs, mais on va s'intéresser à une dernière question qui va compléter les précédentes réflexions, rappelons-les, sur ce que les résidents, on a dit tout à l'heure, ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils aiment et surtout ce qu'ils peuvent faire. Alors, face à une assiette non consommée, la question nouvelle, c'est est-ce que le résident, tout simplement, ne veut pas manger? Est-ce qu'il est en refus alimentaire? En 1989, Théo Brand était secrétaire d'État aux personnes âgées et il déclarait qu'en matière de santé publique, les soins techniques ne pourront jamais venir à bout des problèmes de santé lorsque la relégation sociale, morale ou affective est présente. Pourquoi je dis ça? Parce que Mathilde, elle nous a parlé de son repas, de sa famille, de son tilleul, de son mari, de ses légumes. Elle nous parle donc d'une cellule familiale qui correspond à une culture, la sienne. Lorsqu'elle entre en établissement, elle est donc un être de culture qui entre dans un lieu de vie multiculturel. J'ai eu la chance d'avoir en enseignement le professeur Benou, qui est spécialiste du contact culturel, et il m'a enseigné que le contact culturel, il peut être négatif. Alors, ça veut dire quoi? Bien, lorsque Mathilde, elle va entrer dans la salle de restaurant, tout lui est étranger. La salle, les espaces, le bruit, la lumière, évidemment, les autres résidents, parce qu'elle a en face d'elle peut-être l'image du pire état dans lequel elle pourrait se trouver. Les espaces lui sont étrangers, tout comme le bruit, les mouvements, l'assise. Vous connaissez, chez beaucoup de personnes âgées, on dit tiens, papy, c'est son fauteuil, ou mamie, c'est sa chaise, ou son fauteuil aussi, papy, c'est sa tasse. Donc, on est très souvent sur une assise choisie
pour son confort. On est très souvent sur des couverts ou tout simplement une tasse à double anse qui est celle utilisée. Eh bien, Mathilde, eh bien, tout ça, ça ne lui appartient pas. Il va donc falloir qu'elle réapprenne tout. Alors, avec l'âge, la dégradation de santé, la solitude, l'isolement, de nouveaux environnements, ce que disait tout à l'heure le professeur Reynaud-Simon est dans les recommandations de l'HAS, elle avait fait des articles très intéressants sur les causes de refus alimentaire, entre autres. Chez beaucoup de résidents donc, qui sont dégradés, eh bien, ces situations n'entraînent pas toujours un désir d'adaptation, ce qui veut dire que ça va occasionner une posture parfois de retrait, parfois de marginalisation. Mais alors, me direz-vous, pourquoi est-ce qu'un résident refuse de manger? Eh bien, Mathilde, elle est arrivée en fauteuil. Il y a donc, par exemple, un changement de hauteur de point de vue. Elle ne peut plus porter son dentier. C'est parfois aussi une image de soi dégradée. Vous avez certainement toutes et tous vu quelqu'un qui ne met plus son dentier, les joues sont creusées et il y a une différence d'apparence physique. Tout comme lorsqu'il est impossible, par exemple, de maintenir la bouche fermée et qu'un filet de salive ou que le bol alimentaire s'écoule. Là, c'est une question d'estime de soi. Donc la dimension psychosociale ou psycho-affective, qui a d'ailleurs été démontrée dans les travaux d'opalescence et de renaissance, elle est importante au moins autant que les éléments de contexte. Prenons juste un exemple. La salle de restaurant, vous savez, on dit toujours qu'il faut venir à table à midi, manger avec les autres, c'est un moment de festif, de socialisation qui est très attendu. Donc cette salle, elle est très animée par les professionnels, les soignants au service, les équipes de cuisine, les va-et-vient, la lumière, le bruit, parfois la musique, des couverts qui claquent, mais il y a aussi le souffle du chauffage ou de la climatisation, parfois des plaintes ou des gémissements d'autres résidents. Est-ce qu'on accepterait pour nous-mêmes de déjeuner ou de dîner dans un environnement hyper sollicitant et très contraint? Est-ce que concrètement, les enfants des voisins traversent notre salle à manger avec un ballon le dimanche pendant qu'on est en train de manger? Eh bien non, évidemment, parce que tout cela, ça serait hyper agaçant. Alors si on croise cette info, avec 70% de personnes atteintes de troubles neurodégénératifs et ces questions de sursollicitation sensorielle, on comprend rapidement parfois que les résidents ne veulent pas manger parce que le rythme de service, il est trop élevé, parce que la salle, elle est trop bruyante, parce que les stimulations ne sont pas forcément adaptées, parce que la température de la pièce n'est pas adéquate, parce que les stimulations ne sont pas forcément adaptées non plus, etc., etc. Peut-être même qu'on a exigé d'un résident qui soit assis sur une chaise et non pas sur son fauteuil habituel. Ce dernier se trouve en insécurité physique ou en incapacité motrice de parcourir toute la distance entre l'assiette et la bouche avec un risque de faire tomber les aliments sur ses genoux et de se salir. Et forcément, il ne sera pas conforme à l'éducation qu'on a reçue selon laquelle on doit manger proprement. Alors, si on ne peut plus concrètement ou qu'on ne veut plus, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme Mathilde, nous allons adopter régulièrement des comportements d'adaptation et le premier d'entre eux, c'est le refus alimentaire ou le retour en chambre avant la fin du repas, soi-disant pour éviter la queue à l'ascenseur. Pour conclure, face à une assiette non consommée, nous devons réinventer les solidarités professionnelles qui permettent d'analyser finement ce que les résidents identifient, bien sûr ce qu'ils apprécient, ce qu'ils acceptent de consommer, ce qu'ils peuvent faire, et tout cela dans une quête d'indépendance et d'autonomie, bien sûr. Merci François. Évidemment, tout ça, c'est très, je dirais à la fois très subtil parce que c'est aussi en lien avec le collectif d'un établissement. Alors, des solutions, il y en a. Peut-être Céline, sur ce que l'on peut mettre en place du côté, on va dire, de la santé orale en général et plus spécifiquement bucco-dentaire. Alors, déjà, la formation, sensibilisation et formation. Formation des professionnels dans les établissements, mais avec une vraie dynamique d'établissement. C'est-à-dire que la formation, elle doit être là et elle doit être accompagnée, certes pour les personnes qui vont réaliser les soins ou qui vont accompagner les résidents aux soins, mais avec une conviction, une vraie conviction, une forte conviction de la part des infirmiers, des cadres de santé et de la direction de l'établissement. Parce que forcément, on va devoir changer de paradigme. On va devoir apprendre à prioriser la santé orale pour améliorer la santé en général. Et pour ça, il faut qu'on accepte de donner du temps aux professionnels pour qu'ils puissent mettre en œuvre de nouveaux gestes qu'ils ne sont pas forcément à l'aise aujourd'hui à réaliser. Nous, on est là pour les former à ces gestes-là, mais il faut qu'ils puissent
expérimenter la solution qui sera la plus adéquate pour Monsieur X, Madame Y, et c'est pas forcément la même solution. Donc c'est aussi de pouvoir avoir du matériel adapté. On va pouvoir là aussi tester, essayer. Alors, c'est des choses toutes simples, hein. La brosse à dents souple avec la plus petite taille de tête, c'est ce qui va être le plus adapté à tout le monde. Déjà, on peut partir sur cette base-là. Pour les appareils dentaires, ça va être une brosse à ongles. Ce ne sont pas des investissements qui sont vraiment, qui sont majeurs, et surtout, c'est un retour sur investissement derrière qui sera important aussi bien pour l'alimentation que pour la santé globale de la personne. Donc, sensibilisation des familles, des personnes quand elles sont encore autonomes, des familles parce que pour ne plus entendre ou pour ne pas entendre, il est vieux, ses dents, on s'en fiche. Non, parce que si le sourire est édenté, si l'appareil n'est pas porté, la famille vient moins. Comme le disait François, les joues creusées, la mâchoire qui tombe, bah, ça peut être impressionnant, hein, pour l'entourage. Et puis voilà, sensibilisation, formation, et nous derrière, on peut venir aussi pour des consultations. Enfin, on peut venir, on peut mettre en place, hein, dans les projets dont on parlait tout à l'heure, des consultations de dépistage et des retours d'expérience pour ne pas laisser les équipes seules et qu'il y ait une vraie, j'insiste sur le mot, dynamique qui soit mise en place dans la structure. Mais cette dynamique-là doit forcément passer par les lignes hiérarchiques pour que les soignants se sentent accompagnés eux aussi dans la santé. Céline, Sandrine, évidemment, pour se brosser les dents, bah, il faut de la capacité et de la force physique, comme pour être à table, rester à table. Qu'est-ce qu'on pourrait apporter là aussi comme solution dans le quotidien? Euh, Si on reste sur cette notion du repas, peut-être adapter l'environnement et la bonne posture pour pouvoir bien manger et être capable de faire par soi-même, se servir je reviens sur le pichet d'eau qu'on n'en arrive plus à porter, mais peut-être que le pichet d'eau, il est peut-être rempli à ras-bord et qu'il est difficile de pouvoir le soulever parce qu'il est plus lourd que si on met un pichet d'eau rempli de moitié. Enfin voilà, savoir analyser les personnes qui sont autour de la table et pouvoir, en fonction du fauteuil qui est mis autour de la table, pouvoir permettre une bonne assise pour la personne et une bonne posture. Ça, c'est si on reste autour du moment du repas. Et puis après, bah, dans le quotidien, c'est essayer de stimuler les personnes le plus possible. J'ai envie de dire du lever jusqu'au coucher. Bon, on va pas non plus être toutes les minutes derrière leur dos, mais pouvoir leur permettre de laisser faire, être capable de faire par soi-même. Et en plus, c'est valorisant de se dire que je suis encore capable d'eux. Alors oui, différemment, ça, c'est pas toujours facile à comprendre et à accepter, de dire, bah voilà, mon corps change, mon corps vieillit, j'ai des difficultés. Je peux encore faire certaines choses, mais différemment. C'est aussi dans le discours que l'on apporte auprès des personnes pour pouvoir permettre ça. Euh, voilà, les laisser peut-être au début sur la toilette, les laisser commencer et les accompagner quand les gestes commencent à être difficiles, mais les laisser faire au début. Pareil sur les temps de marche, pouvoir permettre à la personne de se déplacer le plus possible par elle-même, le plus longtemps possible. Ça, c'est toutes les actions que tous ensemble, on peut faire au quotidien. Et puis peut-être permettre, j'ai bien aimé, le professeur Renaud Simon a dit la notion de plaisir. Et ça, pour moi, c'est une notion qui est extrêmement importante, aussi bien dans l'activité physique, mais sur tout le reste dans la vie. C'est cette notion de plaisir. Ce que je dis, moi, à tous mes collègues, c'est si les personnes prennent du plaisir à venir à vos activités, donc là, moi, je parle d'activité physique, mais ça peut être plein d'autres activités. Si elles prennent du plaisir, elles vont revenir. Et si elles reviennent, elles vont pratiquer de façon régulière et du coup, on aura gagné. Donc, jamais oublier cette notion de plaisir, d'amener les sourires, le bonheur. Et forcément, ce sera plus facile à maintenir dans le temps. Donc, voilà, par des petits gestes simples du quotidien. Merci Sandrine. François, on a parlé de formation. Évidemment, il faut aussi pouvoir soutenir les professionnels, notamment dans des établissements où on a aussi parfois pas mal de turnover. Comment est-ce qu'on peut du coup les soutenir face aux difficultés qu'ils rencontrent autour du repas? Et pour cette question, on peut les soutenir, concevoir des outils, des grilles, faire plein de choses, mais
il y a deux portes d'entrée, quoi. C'est la simplicité ou l'acceptation des complications. La complication, c'est parfois dans un établissement qui échoue face à un résident qui n'arrive pas à manger. La complication, c'est le fait de chercher un coupable et un responsable, par exemple, à une situation de dénutrition ou de refus. Si c'est pas consommé, franchement, c'est que c'est pas bon. Paf, c'est la faute de la cuisine. Mais non, la cuisine, elle n'est qu'une composante de cet ensemble-là. Je vous parlais tout à l'heure des comportements alimentaires et des profils de mangeurs. On peut travailler toutes ces questions-là, mais à une seule condition. La première, c'est que les établissements et services se posent collectivement la question de ce qu'est ici, pour eux, dans leur établissement, un bon repas, mais surtout en intégrant tous les professionnels. Il faut offrir aux équipes qui sont engagées tous les jours ce temps pour reconnaître leur engagement. Tout le monde arrive avec le désir de bien faire, alors définissons ensemble ce qu'est bien faire en fonction du public accueilli. On doit pour ça quitter un petit peu l'idéologie individuelle parce que on arrive tous avec nos attentes, nos cultures, nos croyances, nos représentations s'agissant de l'alimentation. On va essayer de répondre bien évidemment à toutes ces questions-là, mais en orientant les équipes vers des choix cohérents et coordonnés aux attentes, aux besoins et aux facultés des personnes accueillies, ce qui rejoint ce que disent Sandrine et Céline. Évidemment, on a besoin de comprendre comment les gens fonctionnent pour pouvoir mieux les servir et surtout limiter, par exemple, les douleurs ou augmenter la mobilité. Il y a d'autres exemples qu'il va falloir interroger quand on parle de réflexion, c'est parler de menus sans viande. Aujourd'hui, en établissement, souvent, ça fait un tollé. Pourquoi ? Parce que ça interroge profondément nos cultures et ça entraîne des fois des surréactions qui font basculer la restauration vers un questionnement presque éthique. Pourtant, Mathilde, elle précise qu'elle n'arrive plus à couper la viande. Et de toute façon, elle n'arrive pas à la mastiquer. Et c'est là que la cuisine, en étroite collaboration avec les équipes médicales et paramédicales, va développer des menus, mais aussi des techniques de cuisson adaptées pour limiter les efforts impossibles et réinventer des recettes, mixant par exemple des protéines animales et des protéines végétales, tout ça pour augmenter la densité nutritionnelle et favoriser bien sûr des apports protéiques, de fibres, etc. Poser le socle d'une culture commune, c'est tout simplement réunir les professionnels à une fréquence définie par l'établissement et leur montrer tout simplement l'image d'une assiette vue par une personne atteinte de basse vision. On vous a mis cet exemple dans le chat, une assiette vue par quelqu'un qui a une rétinopathie diabétique, quelqu'un qui a une dégénérescence maculaire liée à l'âge. Eh bien, il est important que nous sachions ce qui est perçu ou non pour éviter des surstimulations inadaptées. Cette prise de conscience, ce partage de culture commune permet bien évidemment de mieux repérer les résidents en difficulté et d'éviter l'injonction, par exemple, de terminer son repas asséné à quelqu'un qui ne voit pas son assiette. Il faut observer avec des outils simples, mais ne pas oublier que le repas médico-social, c'est une dimension pluriprofessionnelle. Donc, un tout petit mangeur, fatigable, avec de très gros besoins protéino-énergétiques, ce n'est pas le seul et unique problème de la cuisine. Les équipes au service, elles pourront dire que cette personne, par exemple, elle s'endort au bout de 15 minutes devant son assiette de crudité, par ailleurs qu'elle a souvent précisé ne pas aimer lors de son arrivée. Alors, pourquoi attendre pour lui servir le plat de résistance qu'elle pourrait manger et alors qu'on la met en difficulté 20 minutes face à une entrée qu'elle ne touche pas? Tout cela, c'est une organisation et une parfaite communication entre les soins, la cuisine, les équipes au service, etc. Comment est-ce qu'on augmente la densité nutritionnelle d'un plat réellement accepté et consommé lorsque, par exemple, la quantité ingérée est minuscule? On va vous partager dans le chat une fiche, donc je vous disais basse vision, mais aussi définition des profils de mangeurs et une fiche sur l'analyse de toutes les causes de refus alimentaire. Lorsque les membres d'une équipe, à tour de rôle, s'assoient dans la salle de restaurant, ils vont observer ou écouter. Personnellement, je l'ai fait à maintes reprises. On quitte l'activisme du service et on s'assoit, surtout pas pour juger, mais pour comprendre et pour prendre conscience que ce sont de tout petits éléments qui pourraient considérablement faire évoluer la satisfaction des convives, bien sûr par le volume ingéré, et faire évoluer aussi la santé, car sans alimentation, pas d'amélioration de la nutrition. Un repas réussi, c'est une restauration organisée. Et une restauration organisée, ce sont des équipes formées. Alors, reconnaissons et donnons la possibilité à tous les professionnels d'être intégrés dans chaque projet, parce que tous les détails comptent, du choix des matières premières et des techniques de cuisine jusqu'à un couvert mis correctement, qui va d'abord faciliter l'indépendance, mais qui prouvera aussi à celles et ceux que nous accompagnons qu'à nos yeux, ils sont dignes et qu'on les respecte. Un repas réussi,
ce n'est pas qu'une injonction à laquelle il faut satisfaire, c'est bien sûr une stratégie d'adaptation collective qui passe par l'interrogation continue des connaissances, des compétences, mais surtout des interactions entre les différentes équipes mobilisées quotidiennement au service. Réussir un repas, c'est l'interroger dès l'étape de conception du menu qui, contrairement aux idées reçues, relève plus d'un répertoire alimentaire accepté par les convives que d'un plan alimentaire hyper diversifié qui parfois va nous contraindre à intégrer blé, boulgour, quinoa, polenta, etc. Sur une majorité de territoires, ces aliments dispersibles ne sont pas connus, ne sont pas appréciés et en plus, ils présentent un risque de fausse route. Pour conclure, il n'existe pas d'outil miracle. Il n'y a qu'une démarche cohérente, pluriprofessionnelle, centrée sur le sens, le bon sens que nous donnons collectivement à chaque repas servi à nos convives qui va compter. D'ailleurs, au terme du référentiel de la Haute Autorité de Santé, la seule question qualité qui soit évaluée, c'est la qualité du repas perçu par le résident. Donc, un repas pensé, des portions adéquates, un environnement adapté, des équipes sensibilisées aux caractéristiques des convives, soutenues quotidiennement dans les efforts qu'elles déploient, une communication efficace entre les équipes, voilà la porte d'entrée possible, viable et tenable qui permettra de favoriser bien sûr la consommation des plats servis. Merci beaucoup à tous les trois. Il est 13h59, vous avez fait le job, c'est parfait. Peut-être avant de nous quitter, un petit quiz, ce qui pourra laisser le temps si vous avez des questions et que vous souhaitez les poser. Alors, je vois une question qui est, existe-t-il des webinaires spécifiques sur l'hygiène bucco-dentaire pour des référents d'hygiène bucco notamment? Alors, pas encore, mais c'est super que la question soit posée parce que c'était dans nos projets pour cette année 2024. Et puis le temps passe tellement vite que nous n'avons pas pu le faire aboutir. Mais maintenant qu'on a la question qui nous est posée, ça va entrer dans nos projets 2025 pour créer une communauté des référents en hygiène bucco-dentaire pour que, entre établissements aussi, les acteurs puissent échanger, se mobiliser et partager leurs expériences. Très bien. On mettra aussi le lien. On avait fait un webinaire avec Céline Champin sur des questions autour de l'hygiène bucco-dentaire. On va vous mettre là, le lien de ce webinaire où on était allé beaucoup plus loin sur toutes ces questions-là également. Alors, une autre question, portion adéquate égale que le résident peut consommer ou portion GEMRCN? Ah, quelle jolie question. Ouais. Sous couvert, bien évidemment, de l'équipe médicale, paramédicale et des diététiciens de l'établissement au sein duquel vous évoluez, si vous êtes en établissement, le GEMRCN, c'est une recommandation. Et cette recommandation, bien évidemment, elle vise à nous informer, à nous sensibiliser sur l'importance de diversifier l'alimentation pour répondre à tous les besoins. Mais, comme vous allez le voir sur les documents qu'on vous partage, il y a différents profils de mangeurs. Donc, si vous servez une assiette GMRCN, un repas intégral à un tout petit mangeur qui n'a jamais mangé de crudité et qui n'accepte que la moitié de son plat de résistance, eh bien, une personne, petit mangeur, face à une grosse assiette, elle est en face de l'image de tout l'effort qu'elle va devoir fournir et parfois, c'est un refus alimentaire. Donc, la portion adéquate, c'est ce que le résident veut et peut consommer. Le GEMRCN est une référence très bonne, mais vous devez adapter vos portions. On nous demande également si le film Mathilde sera disponible. Alors, il sera disponible, en tout cas, il sera dans le replay de ce webinaire. Après, j'ai vu une question pour l'utiliser aussi comme outil, comme support d'information, de communication. Alors, Mathilde, est-ce qu'elle va sortir de sa Normandie et puis Il va falloir qu'on fasse des adaptations de Mathilde pour tous les territoires avec les recettes adéquates, parce que là, c'était très normand. Je pense qu'il est de toute façon, il sera sur nos chaînes YouTube respectives, donc vous pouvez effectivement après l'utiliser lorsque vous êtes, je dirais, avec vos équipes ou dans le cadre d'un groupe en formation. On a d'autres sujets en vidéo, donc vous pouvez nous contacter pour ces éléments-là. Il faut une question d'Aline, donc oui, on pourra en discuter. Oui, c'est pour ça, n'hésitez pas à aller sur les sites internet des différents partenaires, RSVA, Ciel Bleu et Nutriculture, et sur les chaînes YouTube, puisque vous allez pouvoir retrouver
une foule d'informations, de vidéos du même ordre que celle de Mathilde. Alors, vous avez parlé d'un AAP de dénutrition prévu sur décembre 24. Pouvez-vous nous en dire plus, Emmanuel? Oui, 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 bah c'est un AAP, un appel à projet, donc pardon, qui va paraître alors dès le début décembre, hein, qui va être plus ou moins, enfin selon les départements conjoints avec les CFPPA, un peu comme d'habitude, et qui portera vraiment dans la suite logique de celui qu'on avait envoyé, je crois que c'était juillet 2024 la dernière fois. Et donc, avec la possibilité de vous faire accompagner sur la nutrition, sur l'hygiène bucco-dentaire, sur l'activité physique adaptée, avec toujours, et là j'insiste, j'en profite aujourd'hui, surtout, toujours, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une partie de formation, pas que de sensibilisation, mais de formation des professionnels, des EHPAD, de manière à rendre pérenne et à faire entrer dans vos habitudes l'importance de l'activité physique adaptée et de façon simple, hein, ce qui nous a été rappelé aussi tout à l'heure par Sandrine, l'analyse de vos systèmes, notamment du système de l'alimentation, de la restauration, ne pas se limiter aux recommandations, etc. Et puis sur l'hygiène bucco-dentaire, la possibilité de former des référents à l'hygiène bucco-dentaire avec donc un soutien financier de l'ARS. Donc ça sera vraiment un AAP qui sera dans la droite ligne, il sera envoyé à tous les EHPAD. Il sera envoyé aussi aux médecins coordonnateurs, aux infirmiers coordonnateurs pour être sûr de toucher un maximum de personnes avec, moi je voudrais qu'on ait à peu près 2-3 mois pour vous laisser le temps de répondre. Euh, voilà ce que je peux en dire. Alors je vois qu'on répond pendant ce temps-là, c'est très bien Ouais. Oui. au sondage auquel il va falloir Je vais bientôt te- mettre fin, tant Oui, pis. je mets fin au sondage. Oui, voilà. Et puis on va commenter un peu rapidement, je pense, hein, parce qu'on a déjà débordé un peu. En tout cas, merci Alors, pour... résultat du sondage. Ah, je crois qu'il y avait, on avait le partage Dalila, et puis là, Oui, il y a. j'ai C'est bon, voilà, là vous oui, le voyez, tout le monde voit un petit peu les les résultats. Vous réponses. voyez les Voilà, les résultats? résultats. Oui, moi je les vois. Ah, Alors, je je ne sais retrouve. pas si Sandrine, parce que je vois que les premières questions, c'était surtout autour de Oui, l'activité physique, si tu veux commenter. oui. Du coup, les signes d'alerte de la dénutrition par rapport à l'activité physique, bah, comme voilà, je les ai cités, difficulté pour se lever d'une chaise puisque manque de force musculaire au niveau des quadriceps, diminution de son périmètre de marche, les chutes, effectivement. Euh, Et on peut aussi constater, quand on fait des activités collectives, un peu le renfermement de la personne, l'isolement, la mauvaise humeur. Voilà. Alors, quand elle n'est pas de façon quotidienne et que ce ne soit pas une personne qui soit un peu tout le temps de mauvaise humeur, mais sinon, cet aspect-là peut rentrer en compte. Et l'augmentation de la fatigue, effectivement, fait aussi partie des signes d'alerte. Alors, par contre, ne plus parler des bons petits plats pendant la séance de gym ne faisait pas partie des signes d'alerte, même si c'est vrai qu'une activité en collectif, on a souvent tendance à parler à un moment donné des bons petits plats que l'on peut faire. Mais ce n'était pas un des signes d'alerte. Quelle activité préconiser? Bah oui, très clairement, 97%, vous avez raison, hein, marcher pour aller aux animations, pour aller se restaurer, etc. Tous les moments de marche, en fait, seront bons. Bon, bah, j'ai pas eu de succès avec le Tour de France à la télévision et pourtant, je peux vous dire que si la séance de gym a lieu pendant le Tour de France, on a un peu moins de participants parce qu'il faut regarder le Tour de France et les paysages, mais ce n'est pas préconisé pour l'activité physique. Jardiner, faire de la gym, faire soi-même sa toilette fait partie aussi et mettre la table, pourquoi pas. En fait, c'était toutes les actions du quotidien. Donc, lire un livre, même si c'est autour du sport, ne fait pas partie des préconisations. Et quel intérêt pour favoriser l'activité physique et prévenir la dénutrition? Eh bien oui, maintenir la force musculaire, vous avez tous les participants ont eu raison. Maintenir l'autonomie et stimuler l'appétit de la personne, vous avez tous très bien répondu. Et participer au JO 2028, ça peut être un objectif, mais ce n'est pas forcément ce que l'on recherche. Voilà pour ma partie en tout cas.
Céline, je vois que 100% ont répondu, alors sur les deux premières questions en tout cas. Alors, en effet, la plaque dentaire et le tartre n'ont aucun impact sur la santé générale des personnes. C'est totalement faux, hein, puisqu'ils sont véhicules de bactéries qui se disséminent dans le corps. Et en effet, le tartre ne vient pas de l'eau que l'on boit, ni du robinet en l'occurrence. Comment la perte de dextérité manuelle peut influencer l'hygiène bucco-dentaire de la personne? Alors, le brossage, généralement, dans ces cas-là, est totalement délaissé, hein, ou mis de côté, relégué au second plan. Des fois, on va même trouver des solutions d'évitement, hein. Oui, oui, je me suis brossé les dents. Et puis, au final, on se rend compte quelques jours après que ce n'est pas vrai, puisque la plaque dentaire, en plus, se forme en moins de 24 heures. Et la qualité de la brosse à dents, pardon, n'a pas d'influence sur l'hygiène bucco-dentaire. C'est totalement faux. C'est important d'avoir la brosse adaptée. Et comme je le disais tout à l'heure, poil souple pour un brossage non traumatisant et doux, c'est vraiment quelque chose de très important et avec la plus petite tête possible. Donc même les tailles enfants passent sans aucun problème, en tous les cas, pour réintégrer l'hygiène bucco-dentaire dans le parcours d'hygiène de la personne. Voilà. Merci Céline. François, sur les causes de refus alimentaire, alors je vois que la télévision ne diffusait pas le bon programme pendant le repas. Alors, les causes de refus alimentaire, ben, très très bien, il y a des réponses qui sont parfaites. Les causes peuvent être multiples, fatigue, déprime, etc. Pas le bon programme pendant le repas, ça arrive, hein, effectivement. Si c'est pendant le Tour de France et qu'il y a des gens qui ont absolument envie de suivre pendant le goûter, pourquoi pas. Mais souvent, les perturbations visuelles, sensorielles, auditives sont pas bonnes. Vous avez vraiment répondu l'essentiel. Madame Michu est à côté de son ancienne voisine qu'elle n'apprécie pas du tout. Eh ben oui, ça arrive. Ensuite, il y avait le rôle du cuisinier en EHPAD. Ben, les réponses sont aussi excellentes. Il adapte l'alimentation, il connaît les caractéristiques et surtout, il participe au travail des équipes parce que sans une communication hyper efficace entre les équipes médicales, paramédicales, la restauration ne sera pas aussi bien réussie. Euh, Ma connexion est instable, m'affiche l'écran. Est-ce que je suis toujours là? Oui, tu es toujours là, Bah, François. parfait alors. Qu'est-ce qui est essentiel en restauration médico-sociale pour lutter contre la dénutrition? Bien connaître les caractéristiques, connaître leurs attentes et besoins. Bravo, vous êtes formidables. Et comme à l'école des fans, tout le monde a gagné, bien sûr. Merci, merci beaucoup, merci à tous, les 14h10, merci à ceux qui sont restés encore avec nous jusque-là. Emmanuel, je vous laisse le mot de la fin. Merci, c'est gentil. Bah, moi aussi, je voulais vous remercier, hein, c'est la première chose à vous dire, hein, pour votre présence, votre engagement, votre participation aussi, parce que vous vraiment vous participez depuis longtemps à toutes ces actions qu'on essaye de mettre en place. Merci pour votre écoute et vos questions. C'est vrai qu'on n'est pas allé très loin sur le bucco-dentaire, mais on y travaille beaucoup avec le RSVA, hein. C'est une préoccupation constante de faire monter en charge l'offre de prévention et de soins bucco-dentaires. Ça passe d'abord par la formation des référents, mais il y a aussi beaucoup de dispositifs qui voient le jour. Aujourd'hui, je vous parle, si ça se trouve, dans 3 mois, on aura commencé à mettre en place un nouveau dispositif. Et ça, il faut remplacer aussi ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, remercier, mais ce sont les chirurgiens dentistes avec qui nous travaillons de façon très, très resserrée, le RSVA et nous. Voilà. Alors l'aventure continue, le livret, hein, dans pas très longtemps, je vous en ai parlé, vous allez le recevoir dans vos EHPAD et il sera ensuite disponible sur tous nos sites. Et puis cet appel à projet, donc j'espère que vous allez répondre très nombreux. Alors lisez bien le cahier des charges s'il vous plaît et répondez-y et on sera très très contents. Nous, là pour le coup, plus on dépense d'argent sur ces dispositifs, plus on est heureux. C'est pas tous les jours comme ça. Donc voilà. Et puis n'oubliez pas, hein, je ne sais pas s'il en est encore temps, mais tout ce qu'on a pu financer cette année en 2024, on vous avait demandé de le faire labelliser dans le cadre de la semaine de lutte contre la dénutrition. C'est très important pour la visibilité de cette lutte en fait contre la dénutrition, hein, pas seulement pour le fait que en Normandie, voilà, on est dynamique, mais c'est vraiment aussi pour montrer et pour sensibiliser, continuer à sensibiliser le plus possible la population, hein, de l'importance de cette dénutrition et de la lutte contre la dénutrition. Voilà, moi je voulais vous remercier encore une fois. Merci à tous, très belle journée.